Salut, j'espère que tu vas bien. Nouvel épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de choisir ses armes. Qu'est-ce que ça veut dire choisir ses armes? En fait, choisir ses armes, ça veut dire comment tu peux solutionner une problématique que tu as aujourd'hui dans ton développement musculaire, dans ta perte de graisse, dans ton habitude à continuer le sport, à continuer la diète, etc. Comment tu peux solutionner ça en fonction de ce que tu choisis comme outil. Alors je dis arme, outil, c'est pareil, hein. En fait, si tu regardes bien, beaucoup d'entre nous, et je me mets dans la même case que ces gens-là, pardon, on a tendance, si on ne fait pas attention, à désirer quelque chose qui nécessite une étape intermédiaire, mais nous, on ne veut pas trop y penser, on veut le résultat. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, dues aux réseaux sociaux, certainement, c'est pour ça qu'ils ont ce raisonnement-là, pensent que on peut obtenir ce qu'on voit sur les réseaux sociaux en termes d'apparence physique. Ce qu'il faut savoir, c'est que les physiques qui nous inspirent, que ce soit sur Instagram, Facebook, sur YouTube, sur divers supports, c'est la conséquence de divers facteurs. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont réussi à mettre en place certaines bonnes habitudes, à les maintenir et à obtenir un certain résultat. Ce résultat fait que ça te motive, toi ou moi ou n'importe qui d'ailleurs, et on a tendance à vouloir obtenir la même chose. Le problème qui peut se poser, c'est que nous, on a uniquement l'instant présent, c'est-à-dire l'image de la personne. On n'a pas tout son background, tous les efforts qu'elle a pu faire. Je reprends mon exemple. J'ai démarré la musculation suite à une remise en question, etc. Le vrai démarrage, je l'ai fait un peu en mode automatique avec un pote. Et quand j'ai réellement repris la musculation, parce que j'avais fait une pause de 2 ans, mais ça remonte on était en 2006, je crois, 2006-2007. Quand j'ai vraiment décidé de prendre en main ma transformation physique, je n'existais nulle part. Pas sur Instagram, pas sur Facebook, pas sur YouTube, pas dans les podcasts, pas sur mon site web, nulle part. C'est-à-dire que quand je dis je n'existais pas, c'est je n'existais pas publiquement. J'étais comme n'importe qui, un pratiquant qui ne dévoilait pas ce qu'il faisait sur les réseaux, ni nulle part. Par la suite, alors ma construction s'est faite grâce à un format diététique que je t'ai déjà présenté plein de fois sur le site, à un protocole d'entraînement dont je t'ai déjà parlé pas mal de fois, qui varie d'ailleurs, qui change en fonction des années, qui évolue, qui se modifie finalement, non pas pour le rendre plus performant, mais pour le rendre toujours plus motivant. Et donc, personne, sauf ceux qui s'y sont intéressés en lisant un petit peu ce que j'ai écrit et tout ça, n'est au courant de tout ce qu'il y a eu avant. Les personnes voient ce qu'il y a maintenant. Et donc, du coup, on se retrouve à devoir décider un petit peu quels sont les outils qu'on doit choisir. Et souvent, on a tendance à vouloir prendre les mêmes outils que la personne qu'on voit au moment présent, à l'instant T. Et je ne pense pas que ce soit une bonne solution. C'est-à-dire, je m'explique, parce que là, il y en a qui vont dire on n'arrive pas à le suivre, le bonhomme. En fait, c'est simple. Si je me laisse aller sans faire attention, et j'ai tendance à vous dire que ce que je propose aujourd'hui est mieux que ce que j'ai pu faire dans le passé. Ce qui est faux. Pourquoi ? Parce que, avec ma propre évolution, en termes de connaissances, mais aussi en termes de développement physique, d'entraînement, de technique, etc., il y a eu plein de paramètres qui ont évolué. Je prends un exemple concret. Certains mouvements, par exemple le développé incliné à l'entraînement, ne me donnaient aucune ni sensation, ni confort, ni rien du tout à l'entraînement. Aujourd'hui, ce mouvement est devenu un des noyaux de mes séances de pectoraux. Pourquoi ? Parce que le recrutement, la masse musculaire que j'ai acquis par la pratique a fait qu'aujourd'hui je réagis bien à cet exercice-là. Alors,
Si aujourd'hui je te dis fais du développé incliné, c'est le secret, j'ai mis des années, je te donne maintenant accès direct à ça, c'est faux. En fait, la réalité est que à l'époque où j'ai démarré, le développé incliné n'était pour moi pas le mouvement à privilégier. Je ne sais pas si tu arrives à me suivre, mais c'est en partie pour ça qu'il ne faut pas forcément regarder les outils qu'utilisent les personnes qui ont de l'expérience aujourd'hui, mais plutôt essayer de comprendre pourquoi ils ont utilisé d'autres outils quand ils ont démarré. Un autre exemple concret, quand j'ai démarré l'entraînement, je pouvais faire des séances assez facilement d'1 heure et demie. Aujourd'hui, si je fais une séance d'1 heure et demie, je suis rincé ou / je suis menteur. C'est-à-dire que... il faut dire plutôt, parce que ça voulait rien dire ce que j'ai dit avant. Je serais menteur. Pourquoi ? Parce que l'intensité que je fournis à l'entraînement aujourd'hui est beaucoup plus proche de la réalité maximale que je peux fournir au niveau nerveux qu'à mes débuts. Au début, même si on a l'impression de se défoncer, réellement, physiologiquement, on est relativement loin de son maximum. Donc du coup, on a un épuisement qui est moindre. On a plus de courbatures, ça je le comprends. Ça se vérifie, il n'y a pas de problème. Mais par contre, au niveau nerveux, au niveau de la récupération, on sent qu'on paye moins la facture au niveau nerveux. Il y a des personnes qui me diront le contraire. Mais en général, c'est des personnes qui débutent et qui n'ont pas encore le recul nécessaire. Elles n'ont pas 10 ans de pratique, par exemple, d'entraînement quasiment quotidien depuis 10 ans, pour savoir qu'un entraînement très intense de 45 minutes après 10 ans de pratique, quand on est honnête avec soi-même et quand on fait vraiment le boulot à la salle, c'est extrêmement taxant. Donc aujourd'hui, est-ce que je dirais à un débutant de s'entraîner 45 minutes ? Non. Pourquoi ? Parce qu'il faut prendre le recul et se dire, hop, quand tu as démarré, n'oublie pas qu'est-ce que tu as fait pour démarrer, pour progresser. Et c'est pour ça qu'on a tendance à à lire, à entendre et à écouter des discours des personnes qui font un peu des mea culpa, qui disent si j'avais su, j'en aurais fait moins avant, à mes débuts, etc. Je pense pas que ce soit une réalité, je pense pas que ce soit une vérité surtout. Je pense qu'il y a un développement qui se fait au fur et à mesure de la pratique et on arrive à être beaucoup plus présent dans sa séance, présent au niveau nerveux, présent au niveau de tout en fait finalement. Et donc on arrive très rapidement au niveau maximum de son intensité. Donc c'est un exemple sur l'entraînement, mais là tu vas te demander où je veux en venir avec mes 3 outils, enfin c'est pas des outils, mais il n'y en a pas 3 en plus, il y en a bien plus que ça. C'est qu'aujourd'hui, toi tu es dans un état X et tu veux passer à un état Y, c'est-à-dire que tu es peut-être gros, tu es peut-être maigre, tu es peut-être, je sais pas, feignant, j'en sais rien, et tu veux savoir comment avoir un très bon physique. Sauf que toi tu sautes toutes les cases qu'il y a entre le très bon physique et le physique que tu as aujourd'hui. J'avais écrit un article sur le sujet que je t'invite à lire, qui s'appelle « Prise de masse ou sèche, par où commencer ?» Je te mets le lien en description d'ailleurs. C'est un article qui te prendra moins de 5 minutes à lire et tu vas avoir pas mal d'éclairage là-dessus. En gros, moi, je vais te parler assez clairement et je sais que je ne vais pas me faire des amis, mais si tu es gras, si tu as accumulé beaucoup de surpoids par une abondance calorique où tu t'es bien fait plaisir pendant des années, comme j'ai pu le faire dans le passé, avant de faire ma petite prise de conscience, on va dire, de me reprendre en main, tu ne peux pas démarrer sur une prise de masse musculaire, de muscle, de masse, de ce que tu veux. Pourquoi ? Parce que d'une, tu ne verras pas les gains. De deux, tu vas toujours sous-estimer le taux de gras que tu auras à perdre et surestimer la quantité de muscles que tu auras. Toutes les personnes qui travaillent un petit peu dans le milieu comme moi de la consultation, qui ont divers profils de personnes, pourront confirmer que les clients ont toujours tendance à sous-estimer le taux de gras qu'ils ont à perdre, le pourcentage de graisse qu'ils ont à perdre, et à surestimer le taux de masse musculaire qu'elles ont. Quand je vois une personne qui a 1 an de pratique, qui pèse 85 kg pour 1m75, c'est-à-dire à 10 kg de plus que sa taille, et qui me dit qu'à 80 kg, elle sera bien propre avec les abdos, je lui réponds que c'est probablement impossible. Être à 5 kg de plus que sa taille, donc 1m75, 80 kg, je connais très très peu de personnes
qui arrivent à avoir, dans le milieu amateur, je parle, qui arrivent à avoir ce niveau-là naturellement. Naturellement, quand je dis naturellement, c'est avec un entraînement, une diète, des compléments alimentaires. C'est très rare. Et en général, c'est le travail de toute une vie. Et je peux te dire que 5 kilos de plus que ta taille, avec les abdos bien apparents, c'est-à-dire un taux de gras relativement bas, c'est un putain de bon physique. Donc une personne en surpoids ne devrait pas s'intéresser à la prise de masse, mais s'intéresser à assainir au maximum sa diététique, à bouger plus, parce que dans tous les cas, le surpoids veut dire qu'il y a un excès de calories par rapport à... Enfin, un excès de cochonnerie, je dirais, plus que de calories, plus à un manque d'activité physique. Mais bon, une personne qui est déjà très, très sportive et qui a beaucoup de surpoids, c'est qu'il y a franchement un gros dérèglement au niveau de la diététique, et en qualité et en quantité. Donc déjà, passer première étape, qualité, deuxième étape, quantité. Et à l'inverse, à cette personne-là, je lui recommande de d'abord assainir sa diète, perdre son tour de taille excessif ou son tour de cul ou toutes ces choses-là pour pouvoir avoir un repère fiable dans le miroir de réel taux de masse musculaire, taux de gras. De toute façon, on ne peut pas y échapper. On ne peut pas camoufler, se dire qu'on est musclé alors qu'en fait on n'en sait rien. On ne peut pas savoir exactement combien de muscles on a tant qu'on n'a pas fait un petit régime pour voir le résultat. Les gens qui me disent en début de régime « Ah, j'ai arrêté parce que je perdais trop de volume ». Non mais tu perds du volume, mais en fait tu sais pas, le volume, d'accord. En fait c'est... Si on prend mot à mot, la personne a raison, elle perd du volume. Mais dans la tête de la personne, le volume, c'est de la masse musculaire. Volume musculaire, en fait, quand elle dit volume, c'est je perds du volume musculaire. En fait, elle perd du volume, point. Et ce volume est constitué de 1, masse musculaire, 2, de flotte, et 3, de gras. Et on ne peut pas garder, par exemple, un tour de bras de 40 cm quand on est gras, le garder quand on est sec. On ne peut pas faire un régime et garder ses mensurations. On va perdre un petit peu, forcément. Encore une fois, il y a des exceptions, mais moi je parle pour les généralités, j'en ai rien à foutre des exceptions. En général, ces personnes-là n'ont pas besoin d'être aidées. C'est les personnes qui ont une génétique propice à prendre du muscle et perdre du gras. Elles ne se prennent pas la tête à essayer de comprendre avec des podcasts, des formations, des choses comme ça. Donc on connaît tous des personnes dans ce style-là, et tant mieux pour elles, mais pour toutes les autres personnes qui sont la majorité des gens, c'est très difficile de conserver des belles mensurations tout en perdant du gras. Bref. À l'inverse, pour les personnes qui ont un physique relativement mince, maigre, sec d'origine constructeur, comme on pourrait dire dans le milieu automobile, ces personnes-là ont souvent des interrogations. Elles veulent conserver leur qualité, c'est-à-dire leur qualité qui est d'être mince, d'avoir un tour de taille mince, mais en même temps prendre du muscle. Et ces mêmes personnes veulent conserver leurs abdominaux et prendre de la masse musculaire. Là aussi se crée un bug. Pourquoi ? Parce que certaines exceptions, des personnes exceptionnelles vont réussir à cumuler les deux. Chose rare encore, et ces personnes-là n'écouteront probablement pas mon podcast. Mais la majorité des personnes, quand elles vont décider d'augmenter leur ration calorique, ce qui est en règle générale le point faible de leur manque de masse musculaire. Pourquoi ? Parce que en fait, le problème, c'est que les personnes pensent souvent que le secret est dans l'entraînement, alors qu'il est souvent dans la diététique. Pourquoi je dis ça ? Parce que si c'était dans l'entraînement, c'est-à-dire qu'une personne pense manger suffisamment, son entraînement, elle pense qu'il est mauvais. Donc ça veut dire que cette personne-là, elle a une diète pour prendre de la masse. Mais ce serait l'entraînement qui ferait défaut. Mais son poids ne bouge pas. Donc il y a un bug. Pourquoi ? Parce que si son entraînement était mauvais, elle prendrait au moins du gras. Puisque ça voudrait dire que si son entraînement était mauvais, ce serait un entraînement qui ne stimulerait pas la synthèse protéique, donc la fabrication de masse musculaire. Donc si les calories supplémentaires ingérées ne servent pas à faire de la synthèse protéique, il servirait à faire du tissu adipeux. Est-ce que là, j'espère que tout le monde est d'accord avec moi, plus ou moins. Donc là, c'est pareil, hein, c'est pas scientifique ce que je raconte là, mais c'est une vision, j'essaye d'avoir une vision logique du truc. Un excès calorique, s'il doit être stocké ou synthétisé, à un moment donné, il faut qu'il devienne quelque chose.
C'est pas l'entraînement qui va déclencher la prise de poids. On est bien d'accord. Même si dans la logique, oui, mais il faut aussi qu'il y ait les matériaux qui sont les aliments, plus le repos, etc. Mais bon, bref, le surplus calorique. Donc ces personnes-là qui ont un bon entraînement, on va partir du principe qu'elles ont un entraînement à but hypertrophique au minimum, qui est maintenant assez simple à trouver, je pense, avec tout le contenu que j'ai fait, je pense que maintenant vous avez les outils pour le comprendre. Ces personnes-là vont devoir élever leur total calorique en gérant bien leurs macronutriments. Et souvent, cet effort-là, déjà, il n'arrive pas à être suivi. C'est-à-dire que pour elles, c'est plus facile d'avoir un nouveau programme d'entraînement à suivre que de se rajouter des calories. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas l'habitude de se forcer à manger. Et se forcer à manger, je pense que c'est plus difficile que de faire une sèche. Alors là, il y a beaucoup de personnes qui vont me dire non, moi je suis pas d'accord, le régime c'est horrible. En fait, on joue pas sur le même tableau. C'est-à-dire que le régime, c'est de la volonté pure, c'est-à-dire résister aux cochonneries, résister à la faim à certains moments, etc. L'excès calorique, c'est manger sans envie. Donc en fait, c'est purement contre nature. C'est-à-dire que c'est manger alors qu'on n'a pas faim. Et en plus de ça, c'est manger des choses saines alors qu'on n'a pas faim. C'est un secret pour personne. C'est beaucoup plus facile de se resservir une part de pizza que de se resservir un blanc de poulet et des brocolis. Et ça, personne ne me dira le contraire. Enfin, je dis pizza, mais prenez l'exemple du repas de triche que vous préférez. Et c'est toujours plus facile de se resservir de ça que de se resservir de bouffe clean. Il faut être droit dans ses bottes, à un moment donné, il faut être honnête. L'industrie agroalimentaire et tout a fait le job pour nous rendre bien satisfaits, on va dire, au niveau gustatif de la bouffe transformée et dégueulasse pour la santé. Donc il y a double complication pour la prise de masse, c'est de manger sainement et quand on n'a pas faim. Donc il y a cette difficulté-là qu'il faut accepter. Donc une prise de masse, c'est autant plus difficile qu'une perte de graisse. Donc c'est pour ça qu'il faut, avant de se lancer dans un objectif, pouvoir s'armer et savoir quel outil on va utiliser. Si tu es sec de base, que tu as des abdos, que tu peines à prendre du poids, tes outils, ça sera surtout d'amplifier tes calories de manière saine et pas pendant 2 jours, quoi. Et à partir de là, de toute façon, tu sais que tu es dans le juste quand il y a un effort de volonté et qu'il y a une petite difficulté. C'est assez rare de trouver de la facilité d'entrée de jeu pour quelque chose qui va te faire changer. Pourquoi ? Parce qu'en règle générale, on est dans le confort, dans des habitudes. Quand des personnes viennent me voir et veulent un suivi enfin déjà des suivis, moi j'en fais pas, mais je fais des consultations, elles veulent mon avis, alors moi je veux faire une diète, mais je veux pas me priver de ça, et je veux pas avoir faim, et je veux surtout pas être fatigué, enfin voilà, elles veulent tout sans aucune contrainte. Ça m'intéresse même pas. Ou alors la personne va payer pour avoir une réalité face à elle, et en plus ça, elle aura été facturée pour ça, donc je trouve pas ça correct. Je préfère répondre par mail, écoute, non, c'est pas possible, je ne sais pas travailler avec ces contraintes-là. Peut-être que d'autres te feront croire que c'est possible, moi c'est pas mon objectif, et non. Donc il y a un jour où cette personne sera prête à entendre qu'il va falloir un certain niveau de contrainte pour avancer, et là, dans ce cas-là, je pourrais l'aider. Mais avant cette prise de conscience-là, non. Et puis ça m'intéresse pas personnellement. Donc, il y a 2 styles d'outils en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Et même moi, aujourd'hui, par exemple, si je voulais progresser en termes de masse musculaire, je prends mon exemple, je sais très bien que c'est pas l'entraînement qu'il faut que je change. Ça va être ma nutrition. C'est-à-dire que la nutrition que j'ai aujourd'hui qui maintient mon poids de corps, je vais devoir l'amplifier d'environ 200-300 calories réparties sur quelques semaines. Et tout doucement me forcer à ingurgiter plus, alors qu'aujourd'hui, la diète que j'ai est plaisante pour moi, c'est-à-dire qu'elle n'est pas contraignante, j'ai pas faim et je suis pas gavé non plus. Donc il va falloir que je rentre dans le manger quand je n'ai pas faim, ou manger plus alors que je suis déjà rempli. Donc c'est une contrainte, mais j'en suis conscient, je le sais. Donc en fonction de son... Alors le seul qui n'a pas trop besoin de se poser ces questions, c'est celui qui est le débutant pur, quoi. Le débutant qui n'a pas fait... Enfin voilà, lui, dans tous les cas, ça va être contraignant parce qu'il va devoir aller à la salle et faire attention à ce qu'il mange dans un premier temps. Donc il va avoir, avec assez peu d'efforts, on va dire, de volonté de manger plus, manger moins, etc., il peut avoir des résultats.
Parce que le simple fait d'aller s'entraîner va déjà créer des changements au niveau physiologique, on va dire, même tout, masse musculaire et tout. Il va y avoir une certaine recomposition corporelle, un certain équilibrage entre taux de gras, taux de muscle qui va se faire, même avec un total calorique qui est proche de sa maintenance, on va dire. Mais ça, c'est la chance du débutant ou parfois celui qui reprend l'entraînement et qui avait un peu lâché sa diète et tout. Mais en règle générale, le problème de beaucoup de pratiquants qui n'arrivent pas à avancer, c'est qu'elles ont un objectif dans leur tête, mais elles oublient l'outil principal pour y arriver. C'est-à-dire le premier outil. C'est comme par exemple, tu dois démonter tes plaquettes de frein sur ta voiture et en fait, tu zappes démonter la jante. Tu comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à démonter les plaquettes, mais tu n'as pas encore démonté la jante, tu vois. Donc à un moment donné, il faut que d'abord tu démontes la jante, et après tu verras plus clair pour démonter tes plaquettes. Là, c'est la même chose. Tu veux être sec et musclé, mais aujourd'hui, tu es juste sec. Et tu peux pas être sec et musclé comme ça. À un moment donné, il va falloir que tu passes par une phase où tu vas peut-être être un peu moins sec, parce que tu vas justement manger plus, faire un peu plus de flotte, etc. Pour ensuite pouvoir rééquilibrer ton tour de taille, etc., ton taux de gras, en faisant une petite restriction calorique. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a toujours une étape qui sera souvent volontaire et un petit peu contraignante, qui nécessitera des efforts au début, après ça deviendra automatique, mais au début, pour atteindre ton objectif. Il n'y a jamais de ligne directe en fait. Il n'y a jamais une solution qui va t'amener de l'état où tu es aujourd'hui, sauf si par exemple tu as déjà de la masse musculaire parce que tu t'es entraîné des années sans faire de diète et que tu es prêt à sacrifier du volume, donc du volume global, comme je l'expliquais tout à l'heure, pas du volume musculaire pur, mais où tu es prêt à sacrifier du volume pour être plus sec. Dans ce cas-là, oui, la ligne, elle est directe. C'est-à-dire que tu fais un régime, tu continues à t'entraîner, tu vas voir que ton physique, et d'ailleurs, tu paraîtras même plus gros visuellement quand tu seras torse nu. Bon, ça, tous ceux qui ont fait une sèche sauront exactement de quoi je parle. Donc bref, par rapport à tout ça, je vais te mettre un paquet de liens en description que je t'invite à lire, que j'ai fait une pause un petit peu sur les réseaux, sur tout ce que tu regardes, sur les vidéos YouTube et tout, et bien remets-toi un petit peu à la lecture. Je te mets plein de liens dans la description et en fonction de tes besoins, tu vas trouver chaussures à ton pied pour pouvoir un petit peu progresser, avancer. C'est le but de toute façon de tout mon contenu, c'est d'essayer d'un petit peu te nettoyer le cerveau de tout ce qui peut se dire à droite à gauche en te ramenant un petit peu au côté un petit peu peut-être moins magique mais plus réaliste de la progression en termes de masse musculaire ou de perte de graisse. Donc voilà, je te laisse ici et puis j'en profite également pour vous remercier tous, parce que je sais que vous êtes énormément à me remercier. Enfin, déjà, vous êtes énormément à écouter mes podcasts, que ce soit en anonyme ou en public. Et vous êtes énormément à m'envoyer des messages privés pour me remercier. Je suis toujours extrêmement surpris, agréablement surpris du retour qu'il y a sur les podcasts, parce que je sais très bien que les personnes finalement l'écoutent en bagnole, l'écoutent en cardio, l'écoutent en, je sais pas d'ailleurs, mais dans des tâches du quotidien, dans des déplacements, etc. Je trouve que c'est une très bonne manière de les utiliser, ça permet de faire autre chose à côté. Mais bon, j'en profite parce que je suis souvent dans ma bulle, moi, et je prends pas beaucoup de temps pour vous remercier. Et je vois qu'il y a de plus en plus de commentaires, qu'il y a de plus en plus de réactions, et je sais qu'à un moment donné, je vais plus pouvoir gérer les commentaires. Je vais plus pouvoir passer beaucoup de temps là-dessus parce que j'ai quand même d'autres priorités, des messageries privées à gérer, etc. Donc je ne pourrai pas répondre à tous les commentaires. Donc j'en profite pour tous ceux qui m'écoutent. Aujourd'hui, un grand merci pour votre soutien, pour vos messages parfois qui sont même hyper motivants pour moi, des résultats, des témoignages, etc. Donc merci à tous. On continue d'avancer ensemble et puis n'hésitez pas à me partager, me proposer surtout des thèmes pour les podcasts parce que ce podcast c'est avant tout le vôtre. Voilà, je vous laisse ici, bye.